Je vous remercie d'être venu malgré le mauvais temps. Et je remercie le Festival des Nuits d'Orient qui veut bien nous accueillir. Et particulièrement Madame Frérot-Gallien des Affaires culturelles de Dijon. J'ai pas eu l'occasion de la voir. Merci d'être venu. Merci à vous. Et merci à Taoufik Tahani qui a dirigé l'association France-Palestine pendant 4 ans, ce qui n'est pas un mince travail parce que tous les jours, nous apprenons des nouvelles concernant la Palestine, les destructions de maisons, la colonisation qui avance, des emprisonnements, des morts, des raids, des destructions, etc. Et Taoufik est vraiment... il était sur le pont du matin au soir, on peut dire, et il connaît la situation absolument. Alors Gaza, eh bien, c'est la plus grande prison du monde, puisqu'il y a 2 millions de prisonniers à Gaza, emprisonnés par les Israéliens, emprisonnés aussi par les Égyptiens, ils ne peuvent ni entrer ni sortir. Et on a l'habitude de voir des images terribles de Gaza, des maisons détruites et des gens désespérés. Mais le réalisateur, là, Hani Abou Assad, a décidé pour une fois de faire un film plus léger, plus tonique, plus optimiste. Il a entendu parler de ce chanteur de Gaza qui a réellement existé et il a sauté sur l'occasion pour se dire, eh bien voilà, on va parler autrement de Gaza pour une fois. Et il a eu des difficultés, lui-même est palestinien, il est palestinien d'Israël. Et il a eu beaucoup de difficultés pour entrer dans la bande et pour pouvoir filmer, il n'a pu entrer que pendant 3 jours. Donc le film a été fait très vite. Mais disons que pour une fois, on a une image peut-être plus, comment dire, c'est un peu une illusion, bien sûr, parce que des chanteurs qui réussissent comme ça, on n'en voit pas souvent. Mais malgré tout, c'est un film qui est destiné à nous faire du bien. Voilà. Et juste avant la séance, on a demandé à Taoufik de raconter très rapidement, très brièvement l'histoire de Gaza pour ceux d'entre vous qui connaissent très mal. Voilà, Taoufik, à vous de... Écoutez, déjà merci beaucoup pour cette invitation, merci à l'association France-Palestine Solidarité, et puis au cinéma, puis à la municipalité de Dijon. Très content d'être ici, c'est pas la première fois que je viens à Dijon, d'ailleurs à chaque fois que l'occasion me présentait d'aller dans d'autres villes pour parler de la Palestine, pour parler de la paix en Palestine, la paix entre Palestiniens et Israéliens, je n'hésite pas une seconde. Et c'est comme ça que de toute façon on apprend des autres et puis on essaie de faire passer le message de la paix. On va parler un petit peu de Gaza parce qu'on entend beaucoup parler de Gaza, mais peu de gens la connaissent. Peu de gens la connaissent pour une raison très simple, c'est que peu de gens peuvent s'y rendre. Avant-hier, il y avait une mission de diplomates suisses qui devait se rendre à Gaza, elle a été bloquée par les Israéliens. Le mois d'avant, il y avait une mission de parlementaires européens qui devait aller à Gaza, elle a été bloquée au point de passage de Eretz, c'est-à-dire entre Israël et Gaza. Et puis même les organisations humanitaires telles que Médecins du Monde, Première Urgence Médicale ou bien Amnesty International, etc., quand ils ne sont pas refoulés dès leur arrivée à l'aéroport de Ben Gurion, ils ont de très grandes difficultés pour accéder à Gaza. C'est-à-dire ce qui se passe à Gaza, c'est un drame humanitaire, mais que les Israéliens font tout pour le cacher, pour que les gens ne voient pas les résultats des différentes agressions contre ce territoire. Gaza, c'est un tout petit territoire. Imaginez, bon, d'ailleurs, tout à l'heure, Evelyne, en parlant de Gaza, elle a dit la bande. C'est une bande, c'est comme un sparadrap. On va dire à peu près, parce que c'est pas un rectangle, mais dites une largeur de 6 à 10 km uniquement, et puis une longueur de 40 km.
donc très petit territoire, mais qui est peuplé, donc d'après les statistiques de 2016, de 1,9 million. Maintenant, on parle de pratiquement 2 millions de personnes qui habitent Gaza, soit pratiquement 5500 habitants par kilomètre carré. C'est énorme, c'est beaucoup, c'est une très très forte densité. Gaza, en 1948, c'était un territoire très prospère, qui bénéficiait de la pêche, mais également c'était sur le chemin du commerce entre l'Afrique, passant par l'Égypte, le Sinaï, et puis vers le Levant, vers la Syrie, l'Irak, le Liban, etc., etc. Un territoire extrêmement prospère. Et puis arriva en 1948, donc la Nakba des Palestiniens, lorsque les Palestiniens ont été chassés de leur domicile, donc en 1948, il y a une bonne partie des 800 000 Palestiniens qui ont été chassés de l'actuel Israël, qui sont réfugiés à Gaza. D'autres, bien sûr, en Cisjordanie, et puis un bon nombre vers le Liban, la Jordanie, la Syrie, etc., etc. Donc elle a connu une vague d'arrivée d'une masse de personnes qui a causé tout au début quelques problèmes économiques, parce qu'une économie faite pour 100 000 personnes ne peut pas vraiment fonctionner pour 300 000 personnes. La population en avait triplé à peu près. Donc la situation à Gaza, elle a évolué depuis 1949 d'une façon dramatique, et surtout après la guerre de 1967, lorsque Israël a occupé le reste, ce qui restait de la Palestine historique, c'est-à-dire la Cisjordanie avec Jérusalem-Est et Gaza. Gaza, elle était administrée par l'Égypte entre 1949 jusqu'en 1967. La Cisjordanie était administrée par la Jordanie, donc pendant cette période. En 1967, donc c'était l'arrivée des Israéliens, donc l'occupation israélienne, qui a continué jusqu'au retrait unilatéral des Israéliens, c'était en 2005. Et c'était un retrait décidé par Ariel Sharon, mais sans aucune négociation avec les Palestiniens. Et un retrait, je dirais, de façade, parce que depuis 2005, Gaza a été complètement encerclé. Le retrait n'a pas donné lieu à une liberté de mouvement pour les Palestiniens de Gaza. C'était en 2005. 2006, il y a les élections au niveau palestinien, et donc il y avait la victoire aux élections législatives du Hamas. Élections qui étaient supervisées par l'Union européenne. Celui d'ailleurs qui était responsable justement de l'organisation de ces élections, c'était un Michel Rocard, français, qui, quand il est rentré en France, il a dit les élections se sont déroulées d'une façon démocratique, etc., etc. Arafat, à l'époque, donc, il a nommé un gouvernement issu du Hamas, dont le Premier ministre, c'est l'actuel responsable du Hamas qui s'appelle Ismaël Haniyeh. Mais il y avait les problèmes qui ont commencé avec une responsabilité particulière de l'Union européenne, la France également, et puis Israël, où ils ont commencé à essayer de créer une division au sein du mouvement national palestinien et islamique en nommant le Hamas comme une organisation terroriste. Donc ça, c'est en 2006. 2007, donc le Hamas chassé du pouvoir à cause d'une pression internationale, notamment européenne et américaine et israélienne. Et donc le Hamas qui s'empare de la bande de Gaza. Et c'est là où a commencé la division interpalestinienne, avec le Hamas qui contrôle Gaza, et puis l'autorité palestinienne et le Fatah qui contrôlent la Cisjordanie. C'était là le début d'un autre drame pour les Palestiniens, parce que c'était vraiment une des plus grandes victoires stratégiques israéliennes de ces dernières décennies contre les Palestiniens. Donc la situation, bien sûr, n'a fait que s'empirer. Gaza est depuis cette date soumis à un blocus infernal. Si vous voulez imaginer ce petit territoire, donc il est complètement isolé du reste du monde, parce qu'il
Gaza qui disposait avant d'un port et d'un aéroport, les deux ont été détruits, rasés par Israël. L'aéroport, il a été rasé en 2001-2002. Le port, de toute façon, ils ne peuvent plus l'utiliser parce que lui aussi, il a été endommagé, alors qu'il a été payé par l'argent du contribuable européen, et français plus particulièrement. Donc, à partir de cette, je disais, avec ce blocus, et tout, etc., s'en est suivi trois guerres dévastatrices. Une fin 2008, début 2009, la deuxième en 2012 et la troisième guerre en 2014 qui ont fait des milliers de morts, et on se rappelle tous de ces images dévastatrices où il y avait pratiquement 70% de la population qui a été victime, qui a été assassinée. C'était des civils, dont une très grande partie qui étaient des enfants. Donc, là, tout récemment, aujourd'hui par exemple, il y avait 10 raids opérés par l'armée israélienne contre la population de Gaza. 10. Sans aucune raison, ou bien avec une raison, qui va vous paraître étrange, c'est qu'il y a des gens, notamment le gouvernement israélien, qui n'est pas content de ce rapprochement qui s'opère entre les différentes factions palestiniennes, notamment cette réconciliation entre le Hamas et le Fatah. Ils veulent à tout prix torpiller cet accord en poussant le Hamas à riposter, le Hamas ou bien d'autres groupes armés qui sont à Gaza, pour dire voilà, de toute façon, il est impossible de faire la paix avec les Palestiniens. La situation, elle a été très bien décrite par des rapports de l'ONU, plus particulièrement l'ONU qui dit que si rien n'est fait, s'il n'y a pas la levée du blocus, s'il n'y a pas une reconstruction de toute l'infrastructure, Gaza, elle deviendrait invivable et d'une façon définitive à l'aube de l'année 2020. Il ne nous reste pas beaucoup d'années. Il ne reste que 3 années. S'il n'y a rien qui est fait, ça veut dire que c'est un territoire qui serait complètement contaminé, l'aquifère contaminé, pas d'eau, etc., avec une pollution qui peut toucher également même le voisin israélien, etc. Mais il y a eu également d'autres rapports de Médecins du Monde, de Première Urgence Aide Médicale Internationale que j'ai cité tout à l'heure, qui parlent des conditions de vie de la population de Gaza. Actuellement, il y a 34% de la population palestinienne active qui est au chômage à Gaza. Il y a, ça va parler un peu aux jeunes qui sont parmi nous, par exemple, l'utilisation de la 3G, la téléphonie. Il y a la 3G, maintenant nous sommes à la 4e génération et bientôt à la 5e génération. Elle est interdite à Gaza parce qu'on refuse justement que le matériel pour faire fonctionner la téléphonie pour la 3G, on refuse qu'elle rentre à Gaza. Et il y a toute une liste de produits qui sont interdits à Gaza, notamment des matériaux de construction, sauf avec accord des Israéliens. Donc après 3 guerres dévastatrices, si rien n'est fait effectivement pour reconstruire Gaza, ça va être quelque chose d'explosif. Et puis il y a des gens qui vont essayer de traverser la Méditerranée pour aller se réfugier ailleurs, notamment ici en Europe. C'est pour ça que je dis, le travail que vous faites, le travail que nous faisons, n'est pas uniquement un travail de solidarité, mais également c'est un travail qui nous concerne. Nous avons vu ce qui s'est passé après la guerre, avec la guerre en Syrie et l'arrivée massive d'un nombre de réfugiés, et tout, etc. C'est des gens qui seraient bien restés chez eux s'ils n'avaient pas été chassés par la guerre. C'est ce qui arriverait à cette population de Gaza. Donc nous sommes doublement concernés. La solidarité, mais également pour éviter qu'un problème nous explose ou explose face à nous dans le prochain futur. Mais Gaza, c'est également, et je finirai sur cette note, Gaza également, c'est un endroit, malgré toutes ces difficultés, où il y a une vie, où il y a des universités qui sont extrêmement bien classées au niveau
au niveau de leur niveau, au sein, par exemple, parmi les universités de la région, les universités arabes, etc., et même des gens qui viennent faire leurs études en France ou ailleurs. Nous avons vu qu'il y a des gens qui ont excellé dans un certain nombre de domaines, l'ingénierie, la médecine, des professeurs universitaires, etc., etc. Et il y a d'autres jeunes qui ont tenté justement de s'en sortir avec les talents qu'ils ont pu acquérir, comme celui que vous allez voir dans le film. Oui, le personnage, il a réellement existé. C'est un chanteur qui s'appelle Mohamed Assaf, qui, avec son talent de chanteur et tout, etc., il a pu percer, puis remporter ce qu'on appelle un concours appelé Arab Idol. Et il est devenu connu à l'échelle planétaire. Il est même devenu un ambassadeur de la Palestine au niveau international. Il fait extrêmement bien son boulot. Donc il y a une volonté de vie, il y a une volonté de vaincre ces difficultés. Et donc il y a des talents qui ne demandent que la possibilité de s'exprimer. Donc c'est pour ça qu'ils méritent notre soutien, notre solidarité, notre encouragement, que ce soit en tant qu'individu, que ce soit en tant que ville, que ce soit en tant que gouvernement, le gouvernement français, qui d'ailleurs c'est le seul pays, la France, parce que quand il y a des choses qui vont bien, il faut les dire. La France, c'est le seul pays occidental qui a un centre culturel qui se trouve à Gaza. La France, c'est l'un des pays qui travaille le plus dans le domaine, par exemple, de l'éducation, des relations entre universités françaises et universités de Gaza, etc., qui sont très encouragées par l'Agence française de développement, par le ministère de l'Éducation nationale, etc., etc. Mais nous demandons bien sûr à notre gouvernement de faire un peu plus, parce que les Palestiniens, ils ont également besoin de reconnaître leurs droits nationaux, et puis ils ont besoin de leur État, ils ont besoin de leur indépendance, et je crois que c'est le plus grand cadeau qu'on puisse leur offrir si on milite réellement pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israël. Merci.